bien, bienvenue à cette journée d'échange avec les membres de la C2A, donc Commission Agriculture et Alimentation. C'est une des commissions thématiques de Coordination Sud. Coordination Sud, la plateforme des ONG françaises, qui fonctionne donc par commission et grands thèmes. Cette commission regroupe les ONG françaises qui travaillent sur les questions d'agriculture et d'alimentation. 21 organisations sont membres de la C2A, dont l'objectif est de produire de l'argumentaire, de le diffuser auprès des pouvoirs publics français et internationaux pour permettre et favoriser des politiques publiques qui soient favorables aux agricultures paysannes, à la transition agroécologique et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays du Sud. C'est l'enjeu principal de notre commission. C'est aussi un des objectifs que poursuit chacune de nos organisations qui travaillent au Sud. Donc voilà en deux mots ce qu'est la C2A. Pourquoi on vous a réunis aujourd'hui? Donc on produit de l'argumentaire, on produit de l'expertise qui est issue de nos expériences de terrain pour donc pour permettre un positionnement commun à nos ONG de façon à défendre ces agricultures paysannes du Sud avec lesquelles on travaille. Donc on produit de l'expertise, c'est le cas de cette journée aujourd'hui avec la production d'un rapport, une étude qui porte sur la PAC et sa cohérence avec le développement des agricultures paysannes du Sud. Donc c'est le rôle de nos organisations, membres de cette commission, et une légitimité de parler de ce sujet, puisque c'est notre quotidien de travail avec ces agricultures paysannes. Et on voit tous les jours les impacts, les effets des politiques françaises, européennes, internationales, commerciales, agricoles, sur ces agricultures paysannes avec lesquelles on travaille. Donc voilà, pour nous c'est un sujet important que l'on vous invite à partager, à débattre, à apporter également votre connaissance et votre expertise sur le sujet. Et voilà, donc on a toute la journée pour parler de ce sujet, des effets de la PAC auprès des agricultures paysannes du Sud. Quelques chiffres pour voir un petit peu la situation. Là, cette courbe illustre l'évolution de la production laitière de lait de vache en Europe. Donc on voit depuis une dizaine d'années une augmentation de cette production avec une accélération de cette croissance avec la perspective de la fin des quotas laitiers en 2015 et suite à la fin de ces quotas laitiers. L'Union européenne est à la fois importatrice et exportatrice de produits laitiers, mais disons que les exportations nettes de lait représentent 12% de la production européenne. En ce qui concerne la production européenne de blé, nous voyons là ce graphique provient donc part des années 90. On voit une légère augmentation avec plutôt une tendance à la stagnation au cours des 10-15 dernières années, du fait notamment de la stagnation des rendements céréaliers en Europe. Là aussi, l'Union européenne importe et exporte du blé et globalement est exportatrice nette avec les exportations nettes représentant 9% de la production. Alors, en ce qui concerne les exportations de produits laitiers sont bien sûr des produits à haute valeur ajoutée comme le fromage, mais sur les marchés des pays du Sud, les exportations sont essentiellement des exportations de poudre de lait et également de ce qu'on appelle improprement la poudre de lait réengraissée, qui est en fait un mélange en poudre de lait écrémé et de matières grasses végétales, plus concrètement d'huile de palme. Il faut avoir en tête que depuis une dizaine d'années, on assiste, et encore plus au cours des toutes dernières années, à un très fort accroissement du prix du beurre sur le marché mondial, c'est-à-dire la matière grasse du lait. Et donc les industriels européens tendent massivement à remplacer
la matière grasse du lait qu'ils peuvent valoriser par ailleurs sous forme de beurre, par de la matière grasse végétale, c'est-à-dire de l'huile de palme, et une fois ce produit déshydraté, l'exporter sur les marchés mondiaux. C'est extrêmement intéressant pour eux parce que je ne vous donne pas le détail de tous les prix, mais ayez en tête que l'huile de palme, ça coûte aujourd'hui entre 8 et 10 fois moins cher que le beurre. Donc vous voyez que en remplaçant le beurre, la matière grasse du lait par de l'huile de palme, eh bien finalement vous avez la possibilité d'exporter sur les marchés des pays du Sud une poudre qui est 35% moins cher que serait le prix de la poudre entière. Alors, en ce qui concerne les importations de poudre sur les marchés ouest-africains, importation totale, mais il faut savoir que l'essentiel, à peu près les 2/3, provient de l'Union européenne. On voit sur ce graphique qui va de 2003 à 2017 une montée en puissance des importations de ce substitut du lait constitué de mélange de lait écrémé et d'huile de palme, alors que les importations de lait écrémé ou de lait entier en poudre tendent à stagner. Globalement, on observe au cours des 15 dernières années à la fois une augmentation des importations, mais également une forte augmentation de la production régionale de lait. Il ne faudrait pas avoir l'idée qu'il n'y ait pas de dynamisme agricole et d'élevage dans la région, mais il n'empêche que le taux d'autosuffisance en produits laitiers a eu tendance à baisser au cours des 15 dernières années de toute la région ouest-africaine, puisqu'on est passé de 68% à 60%. En ce qui concerne les importations de blé dans l'Afrique de l'Ouest, elles sont également importantes. Elles servent essentiellement à la fabrication de pain et alors bon là c'est plus compliqué de calculer des taux d'autosuffisance, mais globalement sur l'ensemble des céréales il y a un taux d'autosuffisance de la région de l'ordre de 80 à 85%. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que la concurrence de ces produits importés s'exerce soit au niveau de la transformation, soit au niveau... Alors, au niveau de la transformation, c'est notamment le cas de la poudre de lait et de la poudre dont j'ai parlé tout à l'heure, au niveau de la transformation, puisque les transformateurs ont la possibilité soit de s'approvisionner auprès des marchés locaux en lait local auprès des éleveurs, soit de s'approvisionner en poudre de lait ou en poudre de mélange de lait écrémé et d'huile de palme. Et donc Indatu abordera plus précisément, juste dans 5 minutes, cette question de la concurrence au niveau de la transformation et également au niveau de la consommation. Mais donc c'est un premier niveau de concurrence qu'il est important de signaler. En ce qui concerne le blé, il y a une concurrence plus au niveau de la consommation, c'est-à-dire concurrence avec des produits qui fournissent des calories alimentaires et qui ne sont pas du blé, puisqu'il n'y a pas de production de blé en Afrique de l'Ouest. Mais également au niveau de la transformation, dans la mesure où il est aussi possible de fabriquer du pain avec une partie de la farine constituée de farine locale, que ce soit de manioc ou de céréales locales. Ce qu'il est important de voir, c'est que cette concurrence, elle s'effectue à la fois sur le prix des produits, mais également sur l'installation d'habitudes de consommation alimentaire qui sont favorables à la consommation de produits importés. Et cette question des habitudes alimentaires et ce que vont devenir ces habitudes alimentaires est tout à fait considérable quand on a en tête que d'ici à 2050, la population de l'Afrique de l'Ouest est amenée à plus que doubler. Et donc on voit que c'est un enjeu considérable qui finalement alimentera ce surplus de population en Afrique de l'Ouest. Alors,
Dans cette concurrence exercée par les produits importés, il y a bien sûr une responsabilité partagée. C'est-à-dire que, on pourrait même dire qu'il y a avant tout une responsabilité des États de la région de l'Afrique de l'Ouest, puisque, notamment en termes de politique commerciale, les droits de douane, c'est-à-dire la protection par rapport aux produits importés, sur ces poudres et sur le blé, cette protection est tout à fait ridicule puisqu'elle est de 5% aujourd'hui. À titre de comparaison, en Afrique de l'Est, la protection du marché régional par rapport aux poudres de lait est de 60%. Ceci étant dit, il y a également des responsabilités européennes, et notamment à travers la politique agricole commune. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que aujourd'hui, dans un contexte d'absence de régulation du marché européen sur ces produits, et notamment sur les produits laitiers, de l'abandon du système des quotas laitiers, eh bien, les agriculteurs bénéficient d'aides directes, donc des paiements à la surface, qui sont des aides découplées, non liées à des productions proprement dites. Mais aujourd'hui, si l'on compare le montant de ces aides par rapport aux produits agricoles qui sont fabriqués sur ces surfaces et qui sont exportés, on s'aperçoit que en ce qui concerne les exportations laitières, 20% de la valeur des exportations est en fait constituée, ou plus exactement, les subventions à la production représentent 20% de la valeur des exportations de produits laitiers. Et si on prend les céréales, ce pourcentage représenté par les subventions par rapport aux exportations s'élève à 35%. Donc, ce sont des calculs faits par notre ami Jacques Berthelot, qui est ici, et qui qualifie à juste titre ces pourcentages de taux de dumping, puisqu'il est clair que, finalement, si ces subventions n'existaient pas, et même s'il s'agit d'aides découplées, si ces subventions n'existaient pas, eh bien, ces produits devraient être vendus respectivement 20% et un tiers plus cher, pour pouvoir faire en sorte que les agriculteurs s'en sortent. Alors, ceci étant dit, il y a d'autres politiques européennes qui ont également leur part de responsabilité à côté de la PAC. C'est notamment les importations de soja, vous le savez, qui se font sans aucun droit de douane, suite à un accord avec les États-Unis dans les années 60. Alors, comme il y a un thème sur le soja en fin de matinée, je ne développe pas ça ici. Et puis, il y a également le fait que l'Union européenne importe de l'huile de palme sans aucune prise en compte de considération sur les conditions environnementales de production, et donc et notamment en termes de déforestation. Et là aussi une responsabilité extrêmement forte, puisque je le rappelle, ce mélange avec l'huile de palme, il s'effectue bien ici en Europe de la part d'industriels européens. Et puis enfin, la question des accords de partenariat économique, où l'Union européenne a fait pression pendant 20 ans sur les pays d'Afrique de l'Ouest pour qu'ils libéralisent leur marché. Alors certes, le taux de protection, je l'ai dit, n'est déjà pas très important, mais il n'empêche que les APE en Afrique de l'Ouest prévoient une suppression totale de ces droits de douane sur les poudres de lait et sur le blé, donc passage de 5% à 0%. C'est vrai pour l'accord régional qui n'est pas signé aujourd'hui, mais c'est vrai aussi pour les deux APE intérimaires qui ont été signés avec la Côte d'Ivoire et avec le Ghana, et qui, en fait, à partir de cette porte d'entrée dans le marché ouest africain, aura probablement pour conséquence que ces produits à bas prix soient réexportés sur l'ensemble de la région en bénéficiant de ces droits de douane. Donc, très rapidement, en termes de recommandations par rapport à la PAC, donc nous avons fait des recommandations qui vont être encore discutées au niveau de la C2A. Premièrement, sur les produits laitiers, il nous paraît indispensable qu'il y ait une véritable gestion du marché intérieur
qui évite des chutes de prix très fortes. Deuxièmement, nous pensons que face à cet effet dumping, il serait cohérent que les exportations de produits qui ont bénéficié de subventions soient taxées à l'exportation à la hauteur des subventions qui ont été perçues par ces produits. Troisièmement, il est clair qu'il y a un besoin d'une remise en cause du modèle d'agriculture et d'élevage productiviste qui permet aussi d'avoir ces prix extrêmement faibles, mais ça nous en parlerons dans les deux autres thèmes de la journée. Quatrièmement, il y a la question des APE que nous considérons qu'il est nécessaire de remettre en cause. Et cinquièmement, la question des importations d'huile de palme sans aucune prise en compte de considération environnementale, de conditionnalité environnementale. Là aussi, il nous semble que c'est un point qui doit être abordé. Voilà, merci. Nous convenons tous qu'il y a un gap au niveau de la production de lait au niveau des pays africains, en ce sens qu'en Afrique de l'Ouest, il a été démontré qu'un potentiel existe, un potentiel pour produire suffisamment et faire face à la demande de lait local. Mais malheureusement, ce potentiel n'est pas valorisé, en ce sens que seulement 2% de la production locale de lait est transformée par les industries laitières et les mini-laiteries. Donc, on se retrouve devant un gap à combler en matière de consommation, de demande de consommation de lait local. Alors, ce gap, il est à combler grâce aux importations. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Ces importations de lait venant d'Europe notamment et d'autres pays est sur le marché en termes de concurrence. Nous voyons une concurrence notamment en termes de consommation, mais également une concurrence au niveau de la transformation. Et il faut noter que ces concurrences s'accentuent beaucoup plus sur le prix, les prix et la qualité du lait présent au niveau de ce marché-là. Donc, au passage, je dirais que 90% des importations de lait en Afrique de l'Ouest sont constituées du lait en poudre dont Laurent a fait cas tout à l'heure. Du lait en poudre réengraissé qui n'est pas du tout consommé en Europe, mais qui est consommé en Afrique. Et on a eu actuellement 72 heures du lait local à Bruxelles, où les producteurs ouest-africains ont posé la question à l'Union européenne de savoir pourquoi cette qualité de lait n'est pas consommée en Europe. Si elle est si bonne, pourquoi vous ne la consommez pas? Pourquoi vous la transformez uniquement pour le marché européen et le marché africain? Donc la question a été posée, si elle est si bonne, consommez vous aussi. Mais on ne trouve pas cette qualité de lait en Europe. Elle est exclusivement destinée pour le marché africain pour une raison simple, qu'il y a le marché, comme Laurent l'a dit. On a une croissance démographique très forte, donc il y a un marché potentiel pour ces industries qui de plus en plus s'installent sur le marché ouest-africain. Donc on a les grandes firmes, Arla, ainsi de suite, Fisland Campina, qui sont là sur place maintenant pour transformer ces poudres de lait et proposer des produits laitiers sur place. Donc nous remarquons qu'il y a une grande concurrence en ce sens que ce lait, comme l'a dit Laurent, il est 30%, voire 35%, et hier, certains ont dit même 50% moins cher que la production au niveau de nos pays. Donc pour nos producteurs, il est très difficile de faire face à cette concurrence inéquitable. Pour eux, c'est impossible de faire face à ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? On s'est regroupé, les différents OP, accompagnés des ONG du Nord et du Sud, se sont entendus et ont développé une campagne que nous appelons la campagne Mon lait est local. Parce que s'il faut demander à l'Europe de réduire ses importations, il faut aussi être capable de soutenir la production locale. Donc cette production locale, nous voulons que nos dirigeants prennent leurs responsabilités par rapport au soutien de la production locale. Donc à travers cette campagne, le lait est local, nous avons des objectifs, 3 principaux objectifs que nous avons adressés à nos dirigeants au niveau des pays. Premier objectif, c'est qu'en lien avec la production locale et la production, il faut favoriser l'accès à l'alimentation du bétail. Donc favoriser les cultures fourragères, mais aussi faciliter l'accès aux aliments agro-industriels, les sous-produits agro-industriels pour nos aliments et pour nos animaux. Et en lien avec
la collecte de lait, parce que la collecte est un maillon très important qui tire les autres maillons, en ce sens que nous avons certains bassins laitiers en Afrique où on produit énormément, mais où on n'arrive pas à collecter suffisamment la production obtenue. Donc, les producteurs ont attesté la dernière fois que dans ces bassins laitiers, la collecte n'étant pas très développée, il arrive que nos producteurs perdent des quantités très importantes de lait. Certains ont même affirmé qu'on verse de lait alors que d'autres zones n'ont pas accès à ce lait. Donc, comment organiser la collecte pour qu'elle puisse tirer les autres maillons? Donc, nos dirigeants ont été interpellés sur la collecte, comment organiser la collecte. En ce sens, la campagne dit qu'il serait intéressant que ces multinationales qui sont installées dans nos pays soient contraintes, bon, incitées d'abord si elles collaborent, mais si elles ne collaborent pas, contraintes à collecter le lait local et à le transformer dans leurs industries. Donc ça sera aussi pour nous une condition pour que ces industriels s'installent en Afrique de l'Ouest. Donc une convention sera signée pour qu'elles signent et qu'elles s'engagent à collecter ce lait et à le transformer également. Et dans ce sens, nous avons des outils dans la campagne. Un scorecard est en train d'être élaboré par interréseau pour permettre à la campagne de suivre ces industriels, de voir selon les engagements, est-ce qu'ils arrivent à honorer les engagements par rapport au lait local. Donc un troisième objectif, c'est par rapport à la transformation. Toutes ces questions de transformation, la campagne aimerait bien qu'il y ait au niveau de cette transformation, il y ait tout d'abord une information sur les produits qui existent. Parce que cette poudre de lait réengraissée, elle n'est pas connue au niveau de l'Afrique comme étant un substitut du lait. Elle est connue comme du lait entier. Donc le manque d'informations sur ce lait est très crucial au niveau de l'Afrique. Donc nous avons demandé à cette campagne, au niveau de cette campagne, qu'il y ait suffisamment d'informations sur ce lait que nous n'appelons pas lait. On a dit à l'Union européenne avant que ce n'est pas du lait. Et ils sont d'accord que ce n'est pas du lait. Donc je pense que cette appellation de lait va disparaître. Donc pour nous, il serait intéressant que les producteurs, les consommateurs du moins, soient informés que c'est du lait réengraissé et qu'ils aient des choix raisonnés, responsables, pour dire j'achète ce lait en sachant que ce n'est pas du lait. Mais mon pouvoir d'achat me permet d'acheter ce type de lait, mais c'est un produit qui n'est pas du lait, je suis conscient de ça. Mais de ne pas le faire consommer quelque chose qu'ils pensent être du lait, mais qui n'est pas du lait. Donc il y a ça comme objectif au niveau de la consommation, mais également que ce lait local, qu'il y ait aussi des systèmes d'étiquetage au niveau de nos productions également, pour montrer tous les constituants de ce lait et la qualité de ce lait que nous produisons également, pour qu'il soit assez compétitif. Et autre objectif transversal pour nous, en Afrique, peut-être que ce n'est pas forcément le cas ici, la filière laitière en Afrique, on dit généralement le lait appartient à la femme. Mais qu'est-ce que nous remarquons maintenant? Nous remarquons qu'avec la structuration de ce secteur laitier, de plus en plus, cela échappe aux femmes. Elles sont en train de perdre leur pouvoir d'achat au niveau de ce secteur-là. Donc pour nous, la campagne dit qu'il faut assurer la place de la femme et promouvoir cette place au niveau de la filière. Mais il faut également un deuxième objectif transversal, qu'il y ait des financements adéquats sur tous les maillons et enfin la gouvernance du secteur. Donc c'est un peu ces grands axes au niveau de la campagne, mon lait est local, qui sont promus pour soutenir la campagne et promouvoir le lait au niveau local afin que les importations diminuent. Parce qu'on ne peut pas demander une réduction des importations sans une promotion de la filière locale. Donc voilà brièvement ce qu'il y a au niveau de la campagne Cultivons et la campagne Mon lait est local, qui est en partenariat avec la campagne N'exportons pas nos problèmes. Donc nous sommes venus aussi en Belgique pour soutenir cette campagne N'exportons pas nos problèmes, qui est en lien étroit avec la campagne Mon lait est local. Donc n'exportons pas, ce que Laurent disait, la surproduction, et le surplus est déversé chez nous sur une autre forme que nous déplorons tous, qui n'est pas connue, il faut communiquer. Donc pour nous, il serait intéressant de revoir les politiques. Et Laurent l'a abordé, je ne vais pas beaucoup m'étendre sur des politiques, mais je dirais seulement qu'il faut
retenir que l'Afrique a un potentiel important qui peut faire face à sa consommation, mais ce potentiel doit être valorisé par nos États, certes, mais les politiques ici peuvent nous aider à y arriver en faisant des politiques cohérentes avec des politiques de développement, des politiques commerciales et fiscales cohérentes avec les politiques de développement, en ce sens que la PAC et l'APE influencent énormément nos décideurs politiques. Dans l'APE, on aime dire que nos décideurs politiques sont contraints à signer les APE, mais le Nigeria a dit je ne signe pas pour le moment, nous comptons influencer le Nigeria pour qu'il reste sur sa position. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont fait des APE intermédiaires. Notre campagne va viser à voir dans quelle mesure on peut revoir tout cela. Donc, les politiques européennes ont une grande influence sur ce qui se fait en Afrique. Et nous voulons ensemble porter ce plaidoyer ici pour demander aux États, pour demander à l'Union européenne de voir dans quelle mesure la production au niveau de l'agriculture peut être exemptée des tarifications commerciales. Comment l'agriculture peut être traitée à part entière pour permettre la souveraineté alimentaire au niveau des États du Sud. Comment on peut arriver à ça à partir du moment où ce sont des agricultures qui permettent à ces petits producteurs de vivre de leur production. Je pense que nous avons un rôle à jouer dans ce problème. Nous avons un rôle, mais ce rôle au niveau africain, il n'est pas isolé des politiques européennes. Comment assurer cette cohérence pour permettre à nos petits producteurs de vivre dignement de leur production, quand on sait qu'ils sont attachés et ils y vivent de cette production. Normalement, bon, on peut dire que la situation n'est pas comparable en Europe, en ce sens qu'en Afrique, 90%, on peut dire, de la population est rurale, donc est attachée à l'agriculture. Et il faut des politiques qui leur permettent de vivre dignement de leurs revenus. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Et l'alliance qui a été créée entre les deux campagnes, la campagne Mon lait est local et la campagne N'exportons pas nos problèmes, est à ses débuts. Donc il y a encore des événements qui sont prévus, il y a encore d'autres rassemblements, d'autres ateliers qui sont prévus pour influencer les politiques. Et nous pensons que nous aurons tout le soutien possible actuellement parce que l'Union européenne a été très attentive et a vraiment noté certaines déclarations qui étaient très fortes. Donc il y a eu à cette occasion une signature d'une convention commune entre les producteurs du Sud et les producteurs du Nord. Et cette convention, nous pouvons la partager avec vous, qui a certaines recommandations qui ont été portées à la connaissance du public. Et voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et je suis là pour échanger avec vous. S'il y a des questions, on peut bien échanger. Mais je tenais aussi, avant de remettre la parole à Laurent ou quelqu'un d'autre, vous donner quand même quelques prix qui sont observés en Afrique. J'avais oublié de le dire, je m'excuse. Laurent a parlé des prix au niveau des transformateurs. En matière du lait local, le lait local coûte actuellement 250 francs à 500 francs CFA pour le transformateur. Donc si vous convertissez en euros, vous allez voir ce que ça coûte. Donc on peut majorer avec un prix de la collecte qui varie entre 30 à 100 francs CFA. Donc le collecteur, quand il prend le lait, il va le livrer au transformateur. Donc le prix au producteur, lui, il est de 250 à 500. Vous ajoutez 30 à 100 francs par litre. Vous allez voir combien il coûte au niveau de la transformation. Quand on prend le lait réengraissé dont on parle, lui, il coûte 230 francs CFA à 290 francs. Donc vous voyez ce que c'est par litre. Bon, il n'y a pas de collecteur, bon, parce qu'il arrive directement chez nous, donc il est déjà transporté. Le lait à base de poudre entière, lui, il coûte 420 à 460 francs CFA par litre. Donc on voit aisément que le principal problème en Afrique, c'est surtout le lait réengraissé, qui est excessivement moins cher et qui concurrence la filière locale, qui ne permet pas à cette filière locale d'émerger. Parce que les transformateurs vont là où c'est moins cher et vont là où les procédés de transformation sont les plus faciles à faire. Donc ils vont vers la transformation, ils vont vers la poudre de lait réengraissé tout en ne sachant pas que ce n'est pas du lait. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, je suis disponible pour des échanges. Merci beaucoup.
Jacques Berthelot, donc voilà, de l'ONG Sol. L'Union européenne a importé 65 000 tonnes de poudre de lait réengraissée l'année dernière, en 2018. Donc on consomme cette poudre en Europe. Alors une partie peut être évidemment réexportée aussi, mais comme on en importe, donc en fait elle est sûrement aussi camouflée dans différents produits transformés, et ça ce serait bien qu'un thésard s'intéresse à la question pour faire un peu pour trouver où va ces importations de poudre de lait, 65 000 tonnes à peu près, donc l'année dernière. Voilà. Deuxième information, ce qui a été dit le deuxième jour, je crois que Laurent, tu n'y étais pas, c'est que, en fait, au-delà de cette poudre donc de lait enrichi en matière grasse végétale, il y a le lactosérum enrichi en matière grasse végétale. La poudre de lactosérum. Donc c'est même plus de la poudre de lait, c'est de la poudre de lactosérum qui coûte moins cher que le lait écrémé et qui lui donc aussi est vendu et peut-être aussi en Europe. Hein, bon. Et voilà, donc on a trouvé il y a un nouveau nom, ça cache donc la poudre de lactosérum enrichie en matière. Donc il faudrait investiguer un peu plus. Là-dessus, bon, donc la troisième question, je ne me rappelle plus, mais bon. Oui, simplement, oui, quand même, bon, c'est de dire que donc, il y a des jours environ, j'ai présenté disons, l'Académie d'agriculture de France, aidé par une collègue qui est prof de droit rural à Montréal, donc un accord alternatif sur l'agriculture, qui intègre et moi c'était plus largement d'ailleurs un accord, une OMC alternative dans laquelle les règles commerciales générales à l'OMC et plus spécialement l'agriculture soient assujetties au respect des objectifs du développement durable et de l'accord de Paris, c'est-à-dire aux objectifs des conventions internationales sur les droits sociaux, les droits humains et l'environnement. Donc c'est un nouveau projet mais qui peut répondre, donc, qui va dans le sens de permettre de respecter la souveraineté alimentaire. Voilà, bon. Donc Philippe Collin, je suis au bureau d'AVSF actuellement. J'étais membre de l'Observatoire européen du marché du lait. Donc ces questions-là, je les ai un peu suivies de Bruxelles notamment, où j'étais pendant non pas les 72 heures, mais au moins 48 heures sur la campagne sur mon lait local et l'exportons pas nos problèmes. Pour répondre en partie à la question de Jacques, les produits dans lesquels on incorpore de la graisse végétale, vous les avez partout. Partout, à partir du moment où vous n'achetez pas des pâtes toutes faites, des pâtes à tarte toutes faites qui ne sont pas garanties pur beurre, eh bien dedans vous avez des produits dont Jacques déplore la réimportation en Europe. Donc poser la question agriculture-alimentation, je pense que moi je fais mes courses, donc je regarde les étiquettes, c'est toujours utile. Et donc vous avez ça partout. Je vais à l'hôtel hier matin à Bruxelles. Donc il a fallu que je cherche le vrai beurre avec du vrai lait parce qu'il y avait aussi du beurre allégé. Donc derrière toute la supercherie qu'il y a sur les produits allégés, les produits santé, toutes ces conneries-là, dont je me permets quand même de rappeler que l'une des principales causes de l'augmentation du prix du beurre, c'est qu'après 40 ans d'intoxication psychologique des Américains sur le fait que les matières grasses végétales étaient un fléau, étaient bienfaitrices et pas les matières grasses animales, ils sont devenus maintenant adorateurs du beurre, et c'est la consommation états-unienne qui est la principale augmentation du prix du beurre sur le marché mondial. Et quand le prix du beurre est à 6 500 € la tonne, comme il était il y a 2 ans, au moment où il y a eu la fabrication des gros stocks de poudre de lait écrémé, eh bien à ce moment-là, tous les industriels ils se sont mis à incorporer l'huile de palme, parce qu'il faut savoir que l'incorporation de l'huile de palme se fait avant la déshydratation. Parce que c'est plus possible après. Donc ça veut dire qu'il y a une stratégie derrière, au moment où le prix du beurre est élevé, de transformer une partie du lait en beurre, et avec ce lait écrémé, on réincorpore à ce moment-là l'huile de palme, et donc on se retrouve avec un produit qu'on peut même donner. C'est pour ça que sur la question qui était évoquée de l'augmentation des droits de douane, je pense que c'est une réponse qui est insatisfaisante quand le prix du beurre est très élevé, parce que les industriels peuvent donner la poudre de lait. Ils auront fait suffisamment de valeur ajoutée avec le beurre. Donc ça c'est un des éléments, je pense, qu'il fallait apporter au débat, parce qu'il y a cette question de l'augmentation du beurre, et puis surtout, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on veille à interdire, comme il y a eu des campagnes de boycott des produits, des marques qui mettaient des OGM dans leurs produits, il faudrait qu'aujourd'hui il y ait plus de transparence sur les marques, les multinationales qui exportent des soi-disant produits laitiers, qui ne sont pas des produits laitiers, qui sont des produits, point,
mais qu'on devrait vraiment, on devrait leur interdire l'utilisation de produits laitiers, on devrait interdire la fabrication de croissants avec autre chose que du beurre. Enfin, il y a un tas de choses comme ça sur lesquelles on devrait réfléchir, qui vont peut-être être un peu dérangeantes pour certains, mais je crois que c'est un des enjeux majeurs d'une campagne qu'on pourrait mener. D'une façon générale, les grandes entreprises laitières, qu'elles soient d'ailleurs privées ou coopératives européennes, pratiquent cette transformation, ce mélange de lait écrémé avec de l'huile de palme et la déshydratation et l'exportation vers les pays tiers et notamment vers les pays d'Afrique de l'Ouest. Avec notamment, Indatu en a un petit peu parlé, très clairement au cours des 10 dernières années, donc il y a une étude du CIRAD sur cette question qui vient d'être réalisée par Christian Corniot et Guillaume Butter, sur une stratégie donc, de ces entreprises d'implantation en Afrique de l'Ouest, où elles s'implantent et elles importent de la poudre, soit elles reconditionnent cette poudre dans des emballages d'une dimension plus réduite, destinés aux consommateurs, soit elles utilisent cette poudre pour fabriquer des produits dits laitiers, c'est-à-dire du lait liquide, des yaourts, du lait caillé, etc. Donc ça, c'est une stratégie extrêmement forte. On le voit notamment sur l'ensemble des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, avec, en règle générale, une absence totale de la part de ces entreprises de collecte de lait local, avec quelques exceptions, et notamment au Nigeria, où l'État a mis en place une politique similaire à celle mentionnée par Indatu, d'obligation pour ces entreprises de collecter aussi une partie du lait local pour une partie de leur production. Même si je crois que l'effet n'est pas gigantesque pour l'instant. Mais enfin, bon, il y a cette... Alors, je voudrais ajouter deux choses par rapport à ces stratégies. C'est que nous, on a regardé un petit peu les prix. Les prix de la poudre de lait entière, de la poudre de lait écrémé, de la matière grasse animale, de la matière grasse végétale. Et on a tout de même... Alors, bien entendu, pour avoir des informations précises sur les bénéfices faits par les entreprises, c'est impossible. Donc on travaille par déduction. Mais en regardant ces différents prix, vu le prix extrêmement faible de l'huile de palme, on a dit tout à l'heure de 8 à 10 fois moins cher que la matière grasse animale, en réalité cette poudre de lait mélangée à de l'huile de palme, elle devrait être encore moins chère. Et donc on peut supposer que ces entreprises, quelque part, tirent profit de la confusion qui est faite entre poudre de lait et le produit qu'ils vendent pour, certes, vendre ce substitut à un prix inférieur à la poudre entière, mais finalement, elles pourraient le vendre à un prix largement inférieur et s'en sortir. Donc, quelque part, moi, je pense qu'il y a des surprofits qui sont réalisés par ces entreprises laitières en utilisant ce type de produit et je dirais en quelque sorte en ne vendant ces poudres que 35% moins cher que la poudre de lait entière. Bien. Ça reste à vérifier, mais on a tout de même des fortes présomptions. Je crois que c'est important aussi de noter qu'il y a aussi une stratégie des entreprises laitières européennes à travers cette implantation en Afrique, c'est-à-dire que certes, elles y font le travail que je viens d'expliquer de transformation, de reconditionnement et de distribution à travers tous les réseaux de distribution, c'est-à-dire bien sûr les supermarchés, mais aussi tous les petites marchands, les petites boutiques, etc. Mais de cette façon, elles s'assurent
une entrée dans ces réseaux de distribution, et elles utilisent cette entrée dans les réseaux de distribution pour aussi y commercialiser des produits transformés fabriqués en Europe, c'est-à-dire des produits un peu plus chers, fabriqués en Europe, et c'est notamment toute la question du lait en poudre infantile, qui est fabriqué, celui-ci, généralement non pas avec du lait réengraissé, mais avec de la vraie poudre de lait, et qui est bien fabriqué en Europe, qui est un produit à haute valeur ajoutée, et donc qui est fabriqué sous forme déjà conditionnée, et qui ensuite est exporté vers les marchés africains, et les entreprises qui ont pu pénétrer l'ensemble des réseaux de distribution peuvent ainsi aussi y commercialiser leurs produits fabriqués en Europe. Par rapport aux économies nationales, nous pouvons dire qu'actuellement, l'élevage, de manière globale, contribue à 18% PIB dans les pays sahéliens. 18%. Donc, alors que la filière laitière n'est pas entièrement, pleinement développée, n'est pas pleinement promue. Donc, on aurait tendance à croire que lorsque cette production laitière sera soutenue et promue, donc l'économie locale sera, on dit que l'impact, la contribution du secteur laitier à l'économie locale sera très importante par rapport à ce pourcentage de 18%. Notons aussi que dans ce secteur laitier, on manque énormément d'évidence. Ça aussi, c'est un de nos points forts au niveau de la campagne Mon lait est local. Nous sommes en train de mener beaucoup d'études pour avoir des évidences et pour aller au plaidoyer. Donc c'est un secteur qui manque beaucoup de chiffres et les études sont actuellement en cours. Donc par rapport à cet impact par rapport aux économies, on aura tendance à croire effectivement que les économies seront beaucoup plus soutenues. Et d'ailleurs, c'est un de nos slogans dans cette campagne, on a un slogan qui dit « Promouvoir la filière lait local, c'est soutenir l'économie locale ». Donc il y a aussi ça qui est promu. En termes d'immigration, certainement qu'il y a un impact fort dans la mesure où si la collecte de lait est très structurée, nous avons remarqué déjà au niveau de la PES, dans nos plateformes d'innovation lait que nous avons dans certaines régions, la collecte de lait attire beaucoup de jeunes. Donc il y a ces jeunes qui sont aujourd'hui dans ces plateformes et qui ont un métier de collecteur. Ils sont là, ils collectent le lait, donc ils ont le matériel, les tricycles et le matériel de collecte, et c'est leur métier, et ils vivent de ça. Nous avons les plateformes de Dagana au Sénégal, où il y a ces jeunes collecteurs. Il y a des plateformes d'innovation lait à Banforêt, il y a ces jeunes collecteurs. Donc nous pensons que si ce maillon est promu et soutenu comme il le faut, il y aura forcément de l'emploi pour ces jeunes. Et de manière globale, comme je le disais tout à l'heure, la filière étant un domaine d'excellence des femmes, surtout au niveau de la transformation, on assistera certainement à une augmentation des revenus des femmes. Donc en matière d'immigration pour nous, c'est un moyen excellent de lutte contre l'immigration. C'est un moyen formidable et nous pensons que nos États pourraient le mettre sur la table pour échanger avec ceux qui prônent la lutte contre l'immigration. Je suis sûre qu'il y aura des effets positifs dans ce sens. Voilà, merci. Vous avez l'impression qu'effectivement, nos producteurs, ils sont aidés et donc ils s'en sortent mieux que ceux du Sud. Et en fait, depuis qu'on est sorti des quotas, on est sorti en 2015. En 2016, en 2015, on a eu la crise déjà, 2016 aussi, avec des prix qui sont tombés de l'ordre de 30%. 2017, on est remonté un peu, en 2018, on a de nouveau reperdu. Donc depuis 4 ans, les producteurs européens ont perdu beaucoup d'argent. Et ils ont eu un petit peu d'aide, mais qui ne compense pas de loin. Nos coûts de production aujourd'hui sont au moins de 400 € la tonne, et le prix n'a jamais été à 400 € la tonne depuis 10 ans. Donc par ferme, sur les 4 dernières années, en gros, chaque producteur, chaque éleveur collecté a perdu à peu près 50 000 € par ferme sur les 4 ans. C'est pas rien, c'est pas rien. Et qu'est-ce qui se passe en France actuellement? Les jeunes ne s'installent pas. Il y a une collecte qui stagne, qui ne monte pas. Et d'autres, effectivement, l'Irlande, la Pologne, qui ont des coûts de production moindres, eux ils disent, nous il faut qu'on gagne des places de marché,
Même si on perd un peu d'argent maintenant, on va rattraper. Donc c'est un système qui n'est pas durable parce que effectivement l'Europe a une capacité d'accélération qui avait été bridée pendant 30 ans avec les quotas. Pendant 30 ans, on est resté au même niveau. On est même resté à un niveau inférieur à 1983. En sortant des quotas, on n'avait pas retrouvé encore le niveau parce qu'on avait eu trop de stock. Et puis tout d'un coup, on dit, ben maintenant, produisez ce que vous voulez. Et effectivement, ça a explosé, forcément. Mais au dépend des prix, chez nous et sur le marché mondial. Donc chez nous, actuellement, les producteurs ne sont pas bien. Et ils continuent à produire en se disant, il faut que nous, Hollandais, nous, les Irlandais, on prenne les places parce que les Français ne tiendront pas, parce que les Danois ne tiendront pas, ils ont des coûts de production beaucoup plus élevés, on se fait la guerre entre nous et on essaye de survivre. Ça n'est pas une solution. On est en train de vider des campagnes et on vide d'abord les régions les plus défavorisées, celles qui devraient faire du lait, les zones de montagne. On peut les tuer comme ça. Donc, il faut absolument qu'on ait une solution au niveau de l'Europe, qu'on régule notre production, qu'on l'ajuste et qu'on fasse de la plus-value sur nos produits, plutôt que d'exporter de la poudre qui va tuer l'élevage en Afrique et en Asie. Il faudrait qu'on exporte des fromages à haute valeur, très bien. Si on exporte du Roquefort, c'est très bien, pour ceux qui peuvent l'acheter. Et qu'on n'exporte pas de la poudre qui ne rapporte rien, et qui fait tourner une machine industrielle, mais qui ne rapporte rien aux producteurs. Donc chez nous, moins, pour que chez vous, vous puissiez produire. Et c'est ce message-là qu'il faut absolument qu'on fasse passer au niveau de l'Europe, puisqu'on parle de PAC. Pour la prochaine PAC, il faut qu'on ait des outils de régulation. Mais l'industrie ne veut pas de ça, parce qu'elle a une matière première pas chère. Et jusqu'à présent, la Commission a été beaucoup plus sensible à leur discours qu'à une politique de vrai développement chez nous et chez vous. Il y a eu beaucoup de commentaires que je partage. Bon, sur la question du Bangladesh, si j'ai bien compris la question, moi je pense, c'est ce qu'on a dit sur l'Afrique de l'Ouest, hein. Il y a des responsabilités partagées. Et bon, maintenant sur la question de Henri Rouillet-Dorfeuille, où mener la bataille des appellations, bon, peut-être Indatou en dira plus. C'est clair que c'est une bataille à mener dans les pays de consommation, en priorité. Ceci étant dit, en tant qu'Européens, la question qu'on doit se poser, c'est est-il acceptable que l'Union européenne importe de l'huile de palme quand on sait aujourd'hui que la croissance globale de la demande d'huile de palme sur le marché mondial est synonyme d'une véritable catastrophe écologique avec la déforestation des forêts malaisiennes, indonésiennes, des pertes en termes de biodiversité, des effets en termes de changement climatique. Donc je pense que en tant qu'Européens, la question, elle doit être, à mon avis, traitée d'une façon beaucoup plus cohérente et beaucoup plus radicale que simplement s'assurer que sur les emballages soit écrit suffisamment gros que c'est de l'huile de palme et pas du lait entier. Enfin, voilà. Datou. Merci Laurent. Je suis d'avis que la bataille de l'appellation doit être menée en Afrique de l'Ouest et nous nous sommes engagés dans la campagne Mon lait local pour communiquer. Pour communiquer d'abord pour que les gens sachent ce qu'il y a dans cette catégorie de lait. Mais je pense également que l'appellation, la bataille de l'appellation doit se mener ici aussi. Parce que ça dépend de là où l'exportateur classe le produit. Donc si le produit sort de l'Europe sous l'appellation du lait, il sera difficile chez nous de dire qu'il n'est pas du lait. Et nous pourrons nous sensibiliser pour que les producteurs sachent, et les consommateurs du moins sachent que ce n'est pas du lait. Mais il faut une action conjointe pour que ce produit soit déclassé dans ce nom de lait, l'appellation du lait, et qu'il soit dans une autre catégorie de produits, substituts de lait ou autre chose, une autre appellation. Je pense que dans l'étude que le CIRAD a menée, je pense au le GRET, il y a d'autres propositions d'appellation de ce produit qui sont proposées là-bas.
Et peut-être je te permets de dire cela. Non, ce que je voulais dire, c'est que légalement, le Codex Alimentarius est extrêmement clair. Ce n'est pas du lait ni des produits laitiers. C'est une préparation alimentaire, et plus précisément, c'est du mélange de lait écrémé et de matière grasse végétale en poudre. Ça, ce sont les termes tels quels utilisés par le Codex Alimentarius. Donc c'est un abus de langage d'utiliser ces termes de lait réengraissé, etc. Et d'ailleurs, dans la codification douanière, eh bien, ces produits ne sont pas du tout classés avec les produits laitiers. Ils sont dans la catégorie des préparations alimentaires. Par contre, là, il y a un problème parce que la classification les mélange avec d'autres types de préparations et il est parfois compliqué d'identifier leur poids exact. Donc là, au niveau à ce niveau-là, il y aurait sans doute une amélioration. Mais enfin bon, voilà. La première chose, ce serait s'en tenir aux appellations légales qui sont celles du Codex. Merci Laurent. Donc je pense que cette bataille, nous allons la continuer au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec ces explications et nous partirons effectivement de l'existant, c'est-à-dire à partir de ces classifications pour montrer à nos États qu'il ne s'agit pas du lait local et à nos consommateurs, et du lait du moins, pour qu'ils sachent clairement ce qu'ils consomment et que nos États prennent leurs responsabilités. Maintenant, par rapport à la question de savoir si on a avancé par rapport à la santé et la nutrition, je pense pas, c'est quand on parle du lait réengraissé, pour en faire du plaidoyer. Malheureusement, il n'y a pas d'avancée dans ce niveau parce que la campagne lait vient juste de démarrer. Elle a été mise en place parce qu'il y a eu une volonté de la CEDEAO de mettre en place l'offensive lait. Donc l'offensive lait n'étant pas encore très opérationnelle parce que la CEDEAO a voulu mettre en place une task force de l'offensive lait qui n'est pas jusqu'à présent opérationnelle. Donc pour pouvoir influencer, nous sommes très limités au niveau des pouvoirs politiques parce qu'on n'y a pas eu d'abord un langage, une occasion d'échanger avec ces pouvoirs politiques, notamment la CEDEAO. Mais nos coalitions nationales au niveau de chaque pays sont en train de porter ce message. Mais par rapport à la nutrition et à la santé, nous n'avons pas encore des évidences pour nous tabler sur cet aspect et faire du plaidoyer. Quand on sait qu'il ne faut pas aller aussi sans données, sans conviction et sans vraiment rapport intéressant pour faire ce plaidoyer, au risque d'être contredit. Donc on n'a pas mis cet aspect comme une priorité d'abord pour les actions de la campagne. Donc désolé, mais je pense qu'on pourra réfléchir sur les prochaines actions. Voilà, merci. C'est important d'avoir en tête, c'est vrai que souvent on dénonce la consommation d'huile de palme, des effets pour la santé négatifs. Mais bon, la comparaison avec les matières grasses animales n'est pas évidente. Et deuxièmement, n'oublions pas que la consommation de lait et de produits laitiers en Afrique de l'Ouest, c'est de l'ordre, je crois, de 25 ou 30 litres par personne et par an. C'est-à-dire qu'on est quelque chose 10 fois tout de même 10 fois inférieure à celle de l'Union européenne. Voilà, 10 fois ou peut-être pas autant, mais enfin voilà, largement inférieure à celle de l'Union européenne. Et il n'y a pas de fait de ces produits ou d'une surconsommation de ces produits des problèmes d'ordre nutritionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les exportations de poudre de lait enrichie en matière grasse végétale, selon ce qui sort de l'Union européenne, est le double de ce qui rentre dans les statistiques de ITC TradeMap, c'est-à-dire de la CNUSET, de ce qui rentre en Afrique de l'Ouest. Ça, il faut le savoir. Hein? Donc, c'est le double. Et donc, voilà. Et j'en ai discuté au téléphone avec la responsable des statistiques à la CNUSET qui fait ça. Pas la CNUSET, mais à ITC TradeMap. Et il m'a dit, oui, c'est vrai, on ne comprend pas bien, mais il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que ce qui arrive dans les zones franches n'est pas déclaré comme une importation. Il y en a beaucoup qui arrivent dans les zones franches, notamment en Côte d'Ivoire. Et d'autre part, ce qui est réexporté ne rentre pas non plus dans les importations. Et donc, c'est un sujet donc, à vraiment creuser, mais il faut savoir, c'est très important, que plus du double, enfin, l'Union européenne exporte plus du double de ce qui rentre en Afrique de l'Ouest, au moins pour ce code de 190
voilà, donc c'est un... Merci, ouais, merci du complément, c'est effectivement important. On va s'arrêter là sur ce premier point de l'étude. Je voulais vous rappeler, avant qu'on prenne une petite pause, que cette étude, ce rapport de la C2A, est en cours de rédaction. Vous l'avez vu, c'est indiqué dans le programme, hein, mais les échanges que nous avons aujourd'hui vont permettre de compléter, d'alimenter le cours de notre réflexion sur ce rapport qui sortira avant l'été et qui sera disponible sur le site de Coordination Sud.